de nous avoir rejoints et de ne pas faire le choix de la lumière naturelle, mais celle de la lumière artificielle. Nous, avec nos spots, nous vous entrevoyons, mais nous voyons aussi que vous êtes quand même nombreux, et ça fait très plaisir pour cette deuxième partie de la journée, table ronde comme ce matin scindée en deux, et intitulée « Éthique et citoyen ». Bon, on était déjà des citoyens ce matin, mais enfin, là, citoyen est notre propre corps. Là, c'est le corps social, le corps économique. J'attends beaucoup de nos économistes cet après-midi pour une table ronde qui aborde des aspects tellement moins connus, carrément inconnus, en tout cas de moi. Donc, j'attends beaucoup de votre pédagogie pour nous faire comprendre et les fondamentaux de ce que vous traitez et de l'éthique, à la fois pour Christelle Didier des ingénieurs et ensuite de l'économie. Donc, je vous le disais, table ronde scindée en deux, nous poursuivrons cette première partie jusqu'à environ 16h30 avec une pause où vous pourrez retrouver tous les auteurs des livres qui sont, je vous le rappelle, dans la librairie installée en bas des marches. Avec moi cet après-midi, Christelle Didier, qui est docteur en sociologie et maître de conférences au département d'éthique de l'Université catholique de Lille depuis 1993, c'est bien ça ? Et qui m'a confié que c'était une ex-future ingénieure qui est tombée dans le chaudron de la sociologie et ça l'a rendue monomaniaque. Ce sont ces termes. J'ai une certaine éthique du journalisme qui ne me fait pas dire ce qu'elle ne m'aurait pas dit. Donc, elle va nous parler de cet objet particulièrement méconnu qui est l'éthique des ingénieurs. Elle a écrit 2 livres en 2008 qui ne sont pas encore arrivés, vous m'avez dit ? Bon, on espère qu'ils vont arriver d'ici la fin de cet après-midi. Les ingénieurs et l'éthique aux éditions Hermès et Penser l'éthique des ingénieurs au PUF. À côté de Christelle Didier, François-Régis Mailleux, vous êtes professeur émérite à l'Université de Versailles et cofondateur de l'association Free, enfin je dis Free, on peut dire Fray, Fonds pour la recherche éthique, la recherche en éthique économique. Et donc, vous allez nous parler de concepts qui s'appellent éthique positive et éthique normative. Franchement, déployez votre art pédagogique car ce n'est pas facile. Vous êtes très attachés et vous poursuivez des travaux avec l'Afrique et tout particulièrement avec la Côte d'Ivoire. Vous avez travaillé avec des universitaires là-bas. Vous poursuivez des recherches avec certains collègues là-bas. Et vous m'avez confié, juste avant qu'on reprenne les tables rondes, que l'un des sujets qui vous préoccupe et qui vous soucie et qui vous intéresse le plus en ce moment, c'est le thème de la souffrance. À côté de vous, qui parlera en dernier, Jacques Fontanelle, vous êtes économiste, professeur à l'université Pierre Mendès France à Grenoble et tout à fait passionné de relations internationales. D'ailleurs, au déjeuner, si vous saviez les horreurs qu'il m'a dites sur nos attachés scientifiques dans les diverses ambassades, nous ne serions pas édifiés si je les répétais, donc je ne les répéterai pas. Vous insistez, c'est plus qu'un regret, je pense que ça atteint peut-être chez vous la colère, qu'il y ait une grande faiblesse, c'est le moins qu'on puisse dire, de la réflexion éthique dans le domaine économique. Vous avez écrit Questions d'éthique en 2007 à l'Harmattan. J'espère que le livre est en bas. En tout cas, on doit pouvoir se le procurer avec les nouveaux moyens de communication. Christelle Didier, c'est à vous en premier. Faites-nous découvrir ce
Ce que devrait être, selon vous, une position éthique des ingénieurs, alors même que très souvent, c'est ce que vous semblez dire, ils refusent de considérer qu'ils ont un pouvoir et donc qu'ils ont à contrôler ce qu'ils font. Ils se perçoivent plutôt comme des exécutants, certainement à tort selon vous. Alors pourquoi ? Et pourquoi est-ce important que ces ingénieurs aient une éthique ? Un micro qui marche. Oui, alors c'est vrai, ce que j'ai dit, je l'ai dit, Dominique. C'était pas pour le répéter, que je suis monomaniaque. Et donc je reviendrai, merci pour cette introduction, sur ces obligations que j'imagine que les ingénieurs devraient avoir, mais qu'aussi souvent certains d'entre eux l'ont bien en tête. Alors il y a peut-être des ingénieurs dans la salle. Premier point, j'ai une affection toute particulière pour cette corporation, pour ce groupe, pour cette profession. Ça fait 18 ans que je travaille avec et pour des ingénieurs. Et donc, même si j'ai un regard critique et que j'essaye de faire avancer un certain nombre de choses sur la prise de conscience des responsabilités sociales et professionnelles des ingénieurs, ce n'est pas en m'opposant et en me mettant à distance. L'essentiel de mes travaux ont été le fruit de collaborations très fortes, très importantes avec des membres d'associations d'anciens élèves, avec des gens qui forment les ingénieurs, avec des ingénieurs en activité. Ça me paraît important de rappeler ça. Donc, à quoi ressemble cette question des ingénieurs à l'épreuve de l'éthique ? Donc, j'ai préparé quelques petits diapos pour vous aujourd'hui. Et en introduction, ce que j'aime à dire, c'est que quand je me présente, qu'on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis que je m'intéresse à l'éthique des ingénieurs et uniquement à ça, depuis maintenant 18 ans, on me regarde quelquefois avec des drôles de yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire ?» avec l'éthique et les ingénieurs pendant 18 ans. Eh bien, j'ai fait des choses passionnantes et je vais essayer de vous faire passer cette passion en quelques minutes et que vous voyez un petit peu à quoi on peut s'intéresser quand on s'intéresse à ça. 4 points. À quoi peut ressembler un problème d'éthique d'ingénieur ? Je donnerai quelques exemples, mais vous verrez que derrière les quelques exemples, il peut y en avoir plein d'autres. Je vais vous parler des déontologies d'ingénieurs. Alors, vous avez certainement jamais imaginé que le groupe professionnel des ingénieurs avait quelque chose qui pouvait ressembler à un code de déontologie. On voit très bien ce que c'est pour les médecins. On a une petite idée peut-être pour les journalistes ou pour d'autres professions, pour les professions sociales. Eh bien, il y en a pour les ingénieurs. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Je vais vous en dire quelques mots. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai jugé bon de redéfinir un certain nombre de mots pour penser l'éthique chez les ingénieurs. Et puis, je terminerai avec quelques mots sur, non pas les rhétoriques, les grands discours ou mes propres positions et réflexions, mais sur les valeurs des ingénieurs telles qu'elles me sont apparues à travers des enquêtes assez importantes en nombre, reflétant les représentations que ces acteurs de la vie économique et sociale ont du monde dans lequel ils sont. À quoi peut donc bien ressembler un problème d'éthique d'ingénieur ? Alors, si vous vous êtes dit, mais je me le demande, vous n'êtes pas les seuls, la preuve, il y a des dessinateurs qui en font des cartoons comme ça. Alors, vous avez certainement remarqué que c'est écrit en anglais. Pourquoi c'est écrit en anglais ? C'est que j'aurais bien du mal à trouver ce genre de petits dessins humoristiques en français, tant le sujet éthique et ingénieur en France est méconnu, alors qu'aux États-Unis, pour ne prendre que cet exemple, il existe au moins, à ce jour, une quarantaine de manuels universitaires qui s'appellent « Cours d'éthique pour ingénieurs ». Donc voilà, c'est plutôt dans le milieu anglo-saxon que l'on va trouver un petit peu cette question développée historiquement. Alors des cas. À quoi ça peut ressembler ? Mais je choisis celle plutôt des incidents, des accidents, même si je sais très bien que grâce aux ingénieurs du monde entier, grâce aux ingénieurs français, on peut s'asseoir sur des fauteuils qui résistent, être sur une estrade qui ne s'effondre pas, arriver en voiture, en train. Mais voilà, il y a aussi des défaillances, et dans ces défaillances, il y a des responsabilités, et des responsabilités pour lesquelles souvent les ingénieurs restent des personnes un peu invisibles. Alors, le pont de Tacoma, c'était en 1940. Je vous invite à regarder, pour celles et ceux qui ont Internet à la maison, il y a une magnifique petite vidéo que l'on peut trouver, là j'ai pas réussi à l'animer, où on voit ce pont comme ça, qui vrille et qui casse. C'était en 1940 à Tacoma. Mais c'est un accident industriel qui n'a pas forcément fait couler beaucoup d'encre du point de vue de l'éthique. En revanche, les deux autres cas que j'ai choisis, et principalement l'accident de Challenger, mais aussi l'accident de train qui a eu lieu en Angleterre à Clapham Junction en
88 sont tous les deux des accidents qui ont fait couler énormément d'encre en ce qui concerne les responsabilités non seulement légales des entreprises, mais des responsabilités morales d'individus se trouvant dans ces entreprises. Et pour le cas de Challenger, qui est extrêmement utilisé et discuté dans la littérature, il y a même eu des films dessus. Dans l'histoire, il se passe que la veille du lancement de cette fameuse navette spatiale, une réunion a eu lieu entre des ingénieurs et des représentants de la NASA pour savoir s'il fallait la lancer ou non. La décision a été qu'il fallait la lancer. L'explosion a eu lieu, faisant 7 morts et aussi beaucoup de millions de dollars jetés dans la nature. Une image des USA et de ces technologies détériorées. Mais surtout, quand on creuse dans l'histoire, on se rend compte qu'un certain nombre d'ingénieurs ont essayé jusqu'à la dernière minute de faire valoir leur position, de dire « nous, en vertu de ce que nous savons, nous disons non ». Et puis, bon, allez voir si vous êtes curieux ce qui s'est passé pour que la décision bascule. Et donc, un des hommes très connus dans ce cas, qui s'appelle Roger Boisjoli, suite à cet accident qu'il a regardé comme ses collègues sur un écran, en croisant les doigts. Vous imaginez des objets d'une telle technologie qui rassemble autant d'intelligence humaine et d'argent, qu'on puisse être à se croiser les doigts quand on regarde le lancement de la navette en se disant « pourvu qu'elle n'explose pas ». Il l'a vu exploser et à partir de ce moment-là, d'abord il a été un témoin très très important dans le procès qui a permis d'attribuer les responsabilités. Il a décidé de dire vraiment tout ce qu'il savait, quitte à se retrouver à la porte, ce qui a été son cas. Et puis surtout, il a ensuite parcouru toutes les universités des États-Unis pour voir des jeunes futurs ingénieurs et dire voilà ce qui peut vous arriver demain. Demain, vous pouvez être dans cette situation-là. Donc un problème d'éthique d'ingénieur, alors il y en a des moins, mais que ceux qui sont si énormes ne soient pas plus connus, déjà m'étonne de toujours qu'on n'en parle pas davantage. Sachant que derrière ces gros cas, il y a des cas beaucoup plus quotidiens. Et puis alors, il n'y a pas que de l'autre côté de l'Atlantique. C'est parce que eux, peut-être, en ont plus parlé, en ont fait des objets d'études pour les étudiants, mais l'accident de Furiani, il y a bien quelque part des décisions techniques. Il y a des décisions politiques, il y a des décisions administratives, évidemment, mais il y a bien un moment des gens qui fabriquent, qui conçoivent, qui... Christelle, rappelez ce qu'était l'accident de Furiani. Oui, alors l'accident de Furiani, c'était une rencontre de football en 1992, et les gens qui étaient sur la tribune, une tribune avait été rajoutée un petit peu en dernière minute, voyant l'affluence, en dernière minute, je veux dire, une décision assez tardive dans le processus. Il y avait un nombre vraiment extrêmement important de gens sur cette tribune, et au début du match, avant que le match ne démarre, la tribune a tremblé, tant et si bien qu'elle s'est effondrée, faisant plus de 2000 blessés et, dans mon souvenir, une quinzaine de morts. Et donc évidemment, on a beaucoup en plus évoqué les responsabilités administratives en France, et beaucoup de mes collègues aux États-Unis à l'époque ont dit mais Christelle, c'est pas un cas d'éthique chez vous, vous en faites pas une étude de cas. Et j'étais un peu seule déjà à ce sujet. Moi, je m'y intéressais de façon. Je suis entrée à l'université catholique en 93. L'accident avait eu lieu 1 an avant. Mes collègues que j'ai rencontrés aux États-Unis en 95-96 étaient très étonnés qu'une telle histoire n'ait pas fait l'objet d'une réflexion sur y a-t-il pas quelque part des gens dont la compétence scientifique et technique et la formation fait qu'ils devraient être garants qu'un truc comme ça ne se réalise pas. Il y avait un étonnement. Et alors, beaucoup plus récemment, on peut parler de l'accident d'AZF à Toulouse. Là aussi, plus de 2000 blessés, une trentaine de morts. Évidemment, il y a des histoires économiques, évidemment, il y a des responsabilités administratives, il y a beaucoup d'acteurs. Mais pourquoi, parmi tous ces acteurs, les ingénieurs sont-ils tellement invisibles? Et mon propos n'est pas tant de dire allons chercher, allons traquer celui qui a un titre d'ingénieur pour le mettre au pilori, pour le mettre au pénal, pour lui mettre un procès sur le dos, mais pour réfléchir à la situation sur le terrain de ces gens qui ont une formation spécifique que d'autres n'ont pas, et qui soit n'ont pas su, n'ont pas pu parler, n'ont pas pu empêcher pour mille et une raisons. Alors on peut dire c'est difficile donc on n'en parle pas, ils sont pas tout seuls donc on n'en parle pas, ou, et c'est mon propos depuis 18 ans, c'est compliqué, il faut se remonter les manches parce qu'il est très compliqué, très difficile d'aller attribuer quelque chose qui reste juste. Parce que je ne veux pas, au début de ma carrière, certains étudiants me disaient tout ça sur nos épaules, et je me dis peut-être que je me trompe, le but c'est pas de les désespérer et de les rendre
sous un poids d'une responsabilité qui serait injuste, qui serait inadaptée, mais j'ai beaucoup creusé, beaucoup travaillé pour trouver une parole qui soit juste. Alors, aux États-Unis aussi, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se passait là-bas dans mes premiers travaux. J'ai repéré à un moment un prix. Alors, ils aiment bien les awards, les Américains. Un prix honorifique qui est attribué par la plus importante association d'ingénieurs au monde en termes de nombre d'adhérents. C'est une association d'ingénieurs en électronique qui compte dans le monde des milliers et des milliers, je crois que c'est 250 000, 300 000 adhérents. Donc c'est pour les gens qui sont en électronique, pour être au courant de l'état de l'art, c'est ces conférences-là où on est membre de l'association. Et aux États-Unis, il y a une structure au sein de cette grosse association qui a décidé à partir de 1978 de décerner un prix à des ingénieurs qui se seraient distingués par leur courage, mais leur courage professionnel. Et les premiers qui ont reçu ce prix, c'était 3 hommes qui travaillaient pour une sorte de train métro automatique à San Francisco et qui ont tenté de tirer la sonnette d'alarme. En anglais, ils disent souffler dans le sifflet, whistleblowing. Souffler dans le sifflet, tirer la sonnette d'alarme, et en vain, et qui ont tous les 3 été mis à la porte diversement suite à leur tentative de faire savoir les incidents, les difficultés dont ils étaient témoins. Et donc cette association qui avait déjà un magnifique code de déontologie qui dit « Nous, ingénieurs de I3E, ne permettrons pas que des choses qui soient pas suffisamment sûres, pas conformes aux normes d'hygiène, etc., soient mises sur le marché ». Ils se sont dit « On a un beau texte, c'est magnifique, et là on a 3 gars de chez nous qui se retrouvent en difficulté économique financière parce qu'ils sont allés, ils ont fait ce que nous, on dit dans notre code. Et ils se sont dit, on va les soutenir dans leur procès, on va les soutenir financièrement, et aussi pour leur morale, on va les mettre à l'honneur. Et depuis, ce prix est décerné quasiment tous les ans à des ingénieurs, des hommes, des femmes. Il se trouve que les cas que j'ai retenus pour vous aujourd'hui, c'était que des hommes, mais il y avait aussi des femmes dans des sujets très intéressants, dans le nucléaire, dans l'informatique, dans la sécurité nationale. Le dernier s'appelle Michael de Kort. Donc c'est en 2008 qu'il a reçu son prix pour avoir, comme je le disais, soufflé dans le sifflet, pour avoir divulgué une information qui normalement est une information de l'entreprise, une information qui ne doit pas en sortir, mais pour qui le seul moyen d'être un ingénieur éthique était d'aller à l'encontre de cette obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise pour une raison supérieure. Et alors, comment il a fait ? Eh bien, c'est sur YouTube, tout bêtement. Il s'est planté devant son ordinateur avec tout un rapport qu'il avait écrit depuis des semaines et des semaines, sur lequel il avait beaucoup réfléchi. Il avait déjà vu les gens du comité d'éthique de son entreprise, il avait déjà vu un certain nombre de personnes du conseil d'administration. Rien n'était entendu sur ses soucis concernant la sécurité des bateaux des gardes-côtes américains, projet sur lequel il travaillait, pour lequel il y avait 4-5 défaillances énormissimes. Il s'est planté devant son ordinateur, a branché la caméra et a dit, première phrase, vous ne croirez jamais ce que je vais vous raconter. Et il déploie toutes les argumentations techniques qui font que quelque chose doit être su qui n'est pas su. Alors il a eu les honneurs de la presse dès le lendemain sur tous les journaux principaux des États-Unis. Aussitôt une enquête a été faite. Vous imaginez qu'on a trouvé une bonne raison pour l'inviter à aller faire autre chose de sa vie professionnelle. Et puis on a réussi à dire que mais si tout ce qu'il avait dit, on le savait, on allait le faire. Et donc sa situation personnelle et professionnelle a été rendue très difficile à la fois par son courage et par une certaine hypocrisie du système, trouvant tous les moyens pour faire croire qu'il n'apportait rien de nouveau. Mais le prix qui lui a été remis, sachez que chaque année, le nombre de dossiers qui sont remis à la commission qui attribue les prix sont énormes, et les investigations pour juger qu'en effet l'ingénieur le mérite et que c'est pas juste un franc-tireur ou quelqu'un qui veut se faire remarquer, Michael de Kort, de mon point de vue et pas seulement de mon point de vue, a vraiment mérité cet honneur. Alors il y a d'autres figures. Tout à l'heure je vous parlais de Roger Boisjoli, qui est ce fameux lanceur d'alerte, whistleblower en français, plutôt que monsieur ou dame qui a sifflé dans le sifflet ou tiré la sonnette d'alarme. On appelle ça des lanceurs d'alerte. Et donc il a reçu en 88 le prix de la responsabilité et la liberté scientifique de la plus grande association américaine de sciences, c'est American Association for the Advancement of Science. Donc c'est vraiment un honneur éminemment grand aux États-Unis. Et puis j'avais envie de vous donner une petite idée d'autres types d'images. Il y a un monsieur qui s'appelle Fred Cunney, sur lequel beaucoup d'ouvrages ont été écrits, qui lui
donc n'a pas tiré de sonnette d'alarme, mais a consacré toute sa vie d'ingénieur à utiliser les sciences et les techniques qui sont son talent propre au service de l'humanitaire. Par exemple, quand il y a eu le siège de Sarajevo, c'est grâce, et tout le monde le reconnaît, à son intelligence organisationnelle et technique qu'on a pu faire apporter de l'eau en plein milieu du combat aux populations civiles. Je ne sais plus dans quelle crise, c'était en Éthiopie, mais il a été reconnu dans une capacité à amener aussi l'aide alimentaire, à gérer les flux, l'arrivée des hélicoptères, des avions, pour que dans un lieu où tout le monde est en guerre et tout le monde veut récupérer l'aide humanitaire, on puisse acheminer les vivres là où elles sont les plus utiles. Il est décédé dans une de ses missions en Tchétchénie. Il avait consacré toute son existence à utiliser son intelligence technique, sa capacité organisationnelle à des causes de ce genre. Et puis, il y a des fois où ça se passe moins bien. Il y a une histoire aussi très racontée dans les livres où on raconte l'histoire de quelqu'un qui aurait avalé le sifflet. Alors, c'est une image, c'est-à-dire quelqu'un qui était censé siffler dans le sifflet, tirer la sonnette d'alarme, mais qui ne l'a peut-être pas fait suffisamment fort. C'est un monsieur que je ne veux pas, accabler, parce qu'il est devenu, je dirais, un contre-héros, un anti-héros des manuels universitaires, alors que je pense que beaucoup à sa place n'auraient pas fait mieux que lui, moi la première. Mais il se trouve que, ayant dit à son chef que l'avion sur lequel ils étaient en train de faire un travail de conception très important, de fermeture des soutes à bagages, il a écrit un mémo à son chef en disant « Il ne se passera pas 20 ans sans qu'une porte se décroche, ce qui signifiera immanquablement la perte de toutes les personnes qui sont dans l'avion. » C'était pour un DC-10, ça veut dire plus de 300 personnes. Son supérieur hiérarchique lui a dit en gros, et on a aussi les traces écrites de sa réponse, que le sous-traitant qu'ils étaient ne fera rien parce que ce serait trop coûteux, etc., etc. Toujours est-il que en mars 1974, et vous en avez peut-être douloureusement le souvenir, quand j'en parle aux étudiants, ils disent « Mais madame, nous n'étions pas nés ». En 1974, à Ermenonville, peu après le décollage d'un avion d'Orly, cet avion s'est écrasé, faisant 300 morts. C'était la première fois au monde qu'on arrivait à tuer autant de gens dans un avion en une fois. Pourquoi ? Parce qu'avant, on ne faisait pas des avions si gros. Et quand on a cherché à comprendre les responsabilités, on a identifié dans ce cas un nombre de problématiques éthiques dont ce texte, cet ingénieur était là au cœur de la situation. Il a écrit un texte de 30 pages pour essayer de calculer les probabilités d'accident et il était tombé à une conclusion qui était sans appel. C'est que, alors évidemment, quand on dit « il ne se passera pas 20 ans sans l'accident », on peut se dire « mais 20 ans c'est loin », mais à l'échelle de ces constructions industrielles, non, 20 ans, c'est pas forcément si loin. Et alors le dernier que je veux citer, qui est un autre exemple d'individu pour lequel une réflexion éthique sur les ingénieurs est malheureusement fabuleuse, c'est Wernher von Braun, qui est un nom que vous connaissez peut-être, qui était un ingénieur autrichien qui a été le concepteur des armes secrètes d'Hitler, comme on dit, pas les deux, mais le V2, le concepteur du V2, qui a été une arme dont la particularité est d'avoir fait plus de morts pour la fabriquer dans les camps de concentration que de morts qui se sont pris cette arme sur la tête. C'était malheureusement tragique, c'était l'attaque de Londres en 1944, donc ça fait quand même plus de 2000 morts, mais une arme qui fait plus de morts pour la fabriquer, c'est quand même troublant. Donc un ingénieur qui travaille à fabriquer des armes qui tuent les gens qui fabriquent les armes. Eh bien, ce monsieur, suite à la guerre, il s'en est vraiment bien sorti, puisqu'il est devenu le patron du centre Marshall et le concepteur, un des concepteurs de la fusée Saturne. Oui, on a marché sur la Lune grâce à Wernher von Braun. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Je vise les étoiles ». Et les Anglais ne se sont pas gênés, quand il a écrit ce livre, de faire cette sorte de boutade, de dire « Oui, Wernher von Braun vise les étoiles, mais parfois il touche Londres ». Et donc, il a eu des funérailles nationales aux États-Unis pour toute son œuvre par rapport à la conquête spatiale, et on oublie parfois cette page sombre de l'histoire. Donc, c'est un personnage aussi, quand on dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'intéresse à l'éthique et aux ingénieurs ?» On peut parler de gens comme ça. Alors, les personnes qui vont parler après moi ou après la pause parleront de macroéconomie, parleront d'éthique en entreprise. Je m'y intéresse aussi énormément, mais je trouve que c'est très important de revenir un moment aux individus, aux responsabilités individuelles qui sont souvent noyées en ce qui concerne les ingénieurs. Alors, ce que je veux dire quand même, tout à l'heure, je vous disais, les codes de déontologie, en France, il y en a un. Il est à peine connu, il a été révisé en 2001.
Bon, pour vous dire que quand même, le groupe des ingénieurs cherche quelque chose, mais c'est un petit groupe d'individus qui cherchent, qui produit ce texte. Vous interrogez un ingénieur qui est dans votre famille ou un ingénieur ici, a-t-il entendu parler du code de déontologie du CNISF? C'est pas gagné. Donc, dans quelle mesure ça va contribuer à guider son action? Je n'en sais rien. Alors, est-ce que l'engineering ethics, l'éthique de l'ingénierie, serait une de plus après la bioethics, medical ethics, legal ethics, ethics fait la boutade de ce dessinateur. Pourquoi, pour moi, il doit y avoir une réflexion qui est spécifique? Beaucoup de gens me disent, mais Christelle, l'éthique des ingénieurs, c'est l'éthique de tout le monde. On ne dirait pas ça aux médecins. On ne dit pas l'éthique médicale, c'est l'éthique de tout le monde. On a bien conscience que dans des espaces professionnels particuliers se posent des questions particulières. On me dit, oui, mais un ingénieur, il y a tellement de sortes d'ingénieurs différents, il n'y a rien en commun. Oui, bon, d'accord. Sauf que mes études statistiques me montrent que 80% d'entre eux travaillent dans des grosses entreprises sur des projets à haute dimension technique. Bon. Donc, pourquoi y a-t-il pour moi quelque chose de particulier? De par la complexité des systèmes et de leur imbrication sociale. On ne fait pas de technique comme quand on est un ingénieur, comme si c'était dans un laboratoire. Le laboratoire, c'est le monde. Et tout cela est complexe. L'ingénieur ne travaille pas tout seul. Donc, remontons-nous les manches. La puissance potentielle des impacts. Le travail des ingénieurs, c'est typiquement un travail dont les impacts sont loin dans l'espace, dans le temps. Quand on pense au nucléaire, par exemple, oui, on laisse des choses pour des gens qui ne sont pas encore nés. Il y a de l'incertitude. Et ce n'est pas pour dire qu'il ne faudrait pas le faire, mais on est bien obligé d'y réfléchir. Et les ingénieurs sont au cœur de tout cela. Et puis, il y a cette dimension du design, de la créativité. Les ingénieurs ne sont pas des exécutants comme les autres. Ils disent souvent, oui, mais bon, on a des chefs autour. Ils apportent quelque chose qui est lié aux études longues qu'ils ont faites, pour lesquelles il y a vraiment eu un investissement difficile. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir fait des classes prépa. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un titre d'ingénieur. Il y a donc des obligations qui sont derrière. On n'a pas ce diplôme juste pour dire oui, mais bon, c'est pas nous, c'est pas nous. Alors, pour terminer, quelles sont les 3 questions que je pose aux ingénieurs? C'est qu'est-ce qu'ils savent et que d'autres ne savent pas? Qu'est-ce qu'ils savent par leur formation, par leur position dans le système? Qu'est-ce qu'ils peuvent et que d'autres ne peuvent pas? Parce qu'ils ont une position hiérarchique, un statut, une crédibilité. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire du fait du contrat moral qui les lie à la société? Et j'insiste beaucoup sur ce point, surtout en France, où les ingénieurs constituent un groupe pour lequel l'État investit énormément d'argent. Former un ingénieur, c'est ce qui coûte le plus cher. Et ce sont dans des écoles publiques principalement. Tout le monde contribue à la formation de cette élite scientifique, technique. Il y a une obligation en retour. Une obligation en retour de dire, de faire, d'agir en prenant en compte l'intérêt pour l'ensemble de la société de ce à quoi on contribue. Un monde sans ingénieurs, non, je n'en rêve pas. Un monde sans ingénieurs, ce serait tragique. Donc, je vous le disais, j'apprécie, j'aime la technologie, je vois les prouesses qu'elle apporte, mais je veux aussi qu'il y ait une prise en compte des responsabilités, des espaces, des marges de liberté. Alors, on me dit souvent, mais vous savez, madame, on ne trompe pas le progrès. Oui, on ne trompe pas le progrès, mais on peut quand même réfléchir. Alors, juste un dernier point. C'est que dans l'usine nouvelle, en juin dernier, en novembre dernier, il y avait une belle enquête, un bel article sur une enquête que j'ai faite auprès de 27 000 ingénieurs récemment et qui s'appelle « Je suis ingénieur, donc je doute ». Et je trouve que ça peut être un bon mot de la fin. Je vous remercie de votre attention.